On se retrouve avec plaisir pour cette dernière table ronde de l'Assemblée générale du CNLRQ. On va essayer d'aborder au cours de cette table ronde la manière dont, malgré les circonstances, malgré l'épidémie qui s'est abattue sur la France, les régies ont pu continuer, évidemment en répondant aux besoins de leur territoire, à innover, à trouver des nouvelles pistes. Et pour cette table ronde, je suis donc toujours encadré et étroitement surveillé par Nicole Picard et Tarek Daher, qui vérifie que je ne fais pas de bêtises. Et puis, à distance, je vous les présente les uns après les autres avant de leur donner la parole. Pierre Gasté, Vincent Hénard, de la régie de quartier de La Rochelle. Jean-Baptiste Moreau, le directeur de la régie de territoire du Creusot. Stéphane Coudray, le directeur de la régie de quartier d'Angoulême. Olivier Cagnac, le directeur de la régie de territoire de Villeneuve-sur-Lot. Marie Poder, responsable de la conciergerie machinerie de la régie de quartier de Grenoble. Bernard Moreau et Christine Radisson de la régie de quartier de Lille qui nous présenteront un projet de ferme urbaine. On va commencer avec Pierre Gasté. Vous êtes le coordinateur inclusion numérique de la régie de quartier de La Rochelle. Vous êtes accompagné de Vincent Hénard, le directeur de la régie de quartier de La Rochelle. Et vous avez, développé un dispositif qui s'appelle Fabrique ton parcours, Fabrique avec un K, pour les jeunes de 18 à 29 ans pour explorer des métiers, et les préparer à l'alternance dans les métiers du numérique et du sport. La parole est à vous. Oui, c'est moi, c'est Vincent qui va démarrer, Édouard. Juste pour repositionner ce projet effectivement de Fabrique ton parcours dans le projet un peu plus global de la régie. On est évidemment sur une question qui nous intéresse ici, qui est la question du numérique. Chez nous, elle s'accompagne d'un triple enjeu pour la régie. Il y a d'abord l'accompagnement à l'autonomie numérique des habitants sur lequel on travaille depuis un certain nombre d'années, depuis 2017. L'autre enjeu, c'est celui des emplois attractifs pour les jeunes sur les quartiers, que ce soit par les dispositifs d'insertion par l'activité économique ou l'apprentissage, pour ce qui va concerner le numérique, Pierre développera tout à l'heure. Et puis évidemment, l'aspect de la formation. Et ce qu'on souhaite, c'est une formation accessible aux métiers du numérique, pour également ces jeunes ou moins jeunes des quartiers, par la mise en place d'une école du numérique sur le territoire rochelais. Donc ça, c'est vraiment les trois thématiques et les trois enjeux qui concernent la régie. Et ce qu'on a pu travailler pendant cette période Covid, parce que je vais faire le lien évidemment avec les capacités d'innovation qui ont été maintenues dans le cadre des régies, on ne s'est pas arrêté de réfléchir et de bosser et de tisser des partenariats et de construire avec des partenaires pendant cette période-là. C'est même à peu près des fois la seule chose qu'on pouvait faire parce qu'on était évidemment confinés chacun de son côté, mais il n'en reste pas moins vrai qu'on a pu travailler. On a créé ici un service dédié pour construire les solutions pour répondre aux enjeux que je viens de citer. Ce service s'appelle Net Solidaire, qui existe depuis 2017. Et en fait, on l'a créé et on essaie de construire des solutions avec plusieurs partenaires. Le premier que l'on avait mobilisé grâce au réseau d'ailleurs du CNLRQ, c'est WIT Tech Care. On s'en souvient, Tarek et Julien s'en souviennent. Et puis, plus récemment, c'est la rencontre d'un autre partenaire qui s'appelle Webforce 3. Webforce 3, c'est un partenaire que l'on a rencontré il y a un peu plus d'1 an, qu'on a rencontré grâce au CNLRQ, puisque Tarek avait organisé une rencontre avec cette entreprise, parce que c'est une entreprise, et puis quelques régies qui étaient intéressées. Et assez rapidement, on est retourné vers eux parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des choses à faire. Et le rapprochement de nos activités, finalement, a permis la mise en place d'un environnement de formation sur les métiers du numérique, qui va bientôt démarrer sur La Rochelle, puisque la première formation ou la première opération, parce que ce n'est pas tout à fait une formation, démarre au 1er juillet, donc dans quelques jours. Et l'enjeu, c'est vraiment, encore une fois, au niveau territorial, la mise en place du projet d'école numérique. Je parlais aussi de problématique emploi. Elle est forte, évidemment, sur les quartiers. Je vais l'apprendre à personne. Mais elle est forte aussi pour les jeunes. Elle est même sacrément prégnante pour les jeunes, ça on le sait. Et ce que l'on veut leur proposer aussi, ce sont des métiers attractifs. Alors, on n'a pas souvent l'occasion de pouvoir en présenter au sein de nos régies. On est sur des métiers supports qui sont ceux qu'ils sont, qui restent tout à fait pertinents. Mais on essaie, nous, de trouver des solutions qui seraient un petit peu plus proches des préoccupations des jeunes de nos quartiers. Et puis, dernier point, on aime, nous, à faire la promotion des talents aussi sur les quartiers, parce qu'on aime aussi beaucoup donner une image positive.
Et quand je parle de promotion des talents, c'est qu'on sait pertinemment que sur nos quartiers, on a aussi des personnes, des habitants qui sont en capacité de faire des belles choses, de monter des belles choses, et effectivement de pouvoir valider valider des projets, et on les accompagne effectivement là-dessus. Je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole à Pierre qui va être un peu plus précis sur peut-être l'activité qui est plus d'actualité aujourd'hui, puisqu'elle démarre encore une fois au 1er juillet. Et j'ai nommé ici Fabrique ton parcours. Pierre, à toi. À nous. Fabrique ton parcours, c'est un dispositif, c'est pas une formation, c'est un dispositif de remobilisation. En fait, on est parti du constat que beaucoup de jeunes étaient en déshérence et se demandaient de ce qu'ils allaient faire de leur journée, et beaucoup d'entreprises en recherche de talents. Notamment dans les métiers qui font appel au numérique. Et les métiers qui font appel au numérique aujourd'hui, c'est tous les métiers. On va les retrouver dans les métiers de bouche, dans les métiers de l'informatique, bien évidemment, dans les métiers du nautisme, dans les métiers du sport. Et donc, on a conçu avec Webforce 3 un dispositif qui s'appelle Fabrique ton parcours, Fabrique avec un K. Vous pouvez retrouver en recherchant sur votre moteur de recherche favori Fabrique ton parcours, et vous tomberez sur la page web dédiée avec des vidéos et des témoignages, où l'idée est de faire une sorte de prépa. Alors ça fait très sérieux et très école supérieure, mais en fait c'est une prépa pour les gens qui n'ont pas de diplôme, et on va les préparer à se mettre en marche, se remettre sur les rails. Et je dis sur les rails, vous verrez pourquoi c'est intéressant ce petit clin d'œil, se remettre en marche pour bientôt acquérir, rentrer dans une formation en alternance, et pour faire un apprentissage, merci. Et donc, on les remobilise à partir du faire, à partir de la mise en action. D'abord, on va les chercher d'une manière différente. On va les chercher au kebab, on va les chercher en bas des immeubles, on va les chercher dans les associations. On a mobilisé tous nos partenaires sur ce dispositif pour aller chercher des jeunes qu'on ne voit pas habituellement, et leur proposer de faire un été pas comme les autres. Un été pas comme les autres, c'est-à-dire qu'on va faire de l'activité physique ensemble, à une quinzaine de personnes, on va jusqu'à 18 personnes maximum. Et tout ça, ça se passe dans la gare de La Rochelle, qui est un très beau bâtiment et qui est un endroit où il y a une salle, et on va pouvoir faire venir les gens dans ce très bel endroit pour se remobiliser. Découvrir le numérique, ça va être par le faire, c'est-à-dire on va faire de l'expérimentation. On va faire de l'expérimentation du code avec des petits robots, on va faire de l'expérimentation de développement en créant des jeux vidéo, des jeux d'arcade, et puis on va rencontrer des entreprises. On va rencontrer des entreprises qui recrutent, des entreprises qui recherchent des jeunes qui ne rebutent pas à faire du développement, à faire du web marketing, à faire du web digital. Et donc, on va mettre en relation ces jeunes, les remobiliser autour de leur capacité de mobiliser leurs compétences douces, comme on dit en bon français, les soft skills, et leur CV, leur lettre de motivation, travailler sur leurs problématiques de mobilité pour rencontrer les entreprises, aller en stage et préparer cet apprentissage. Donc voilà, c'est les remettre sur les rails dans la gare de La Rochelle, démarrage 1er juillet, et c'est parti pour 2 mois de remobilisation. Voilà en quelques mots. C'est un beau slogan, ça, remettre sur les rails dans une gare. Bravo Pierre Gastet. Ouais, je trouve. Merci Pierre pour cette allégorie ferroviaire qui clôt votre intervention. Je vais tout de suite, on va faire un tour de table général de tout le monde, et on va essayer de prendre un peu de temps à la fin. On est un petit peu moins stressé par les secondes cette fois-ci, et essayer de refaire un deuxième petit tour de table à suivre. Jean-Baptiste Moreau, vous êtes le directeur de la régie de territoire du Creusot, et vous êtes la première régie de France à avoir été labellisée Maison France Service. Tout à fait, merci. Bonjour. En effet, donc la régie du Creusot a eu l'honneur d'être la première régie de France à être labellisée France Service. Auparavant, certaines régies avaient été labellisées Maison de service au public, mais l'État a décidé d'augmenter un certain nombre d'exigences il y a une augmentation des exigences pour passer de MSAP à France Service. Et nous, clairement, dans le contexte, on n'avait plus d'animation de
de territoire. Notre quartier également a été... il y a eu un exode de notre quartier de la part du bailleur, de la part de toute autre association. Donc nous sommes la seule structure avec la ville du Creusot à être maintenant au sein du quartier. Et lors du confinement également, nous avions des personnes qui sont venues nous voir puisque les services publics étaient fermés pour s'actualiser à Pôle emploi, faire des demandes CAF et autres. Et là, il y avait vraiment un vrai besoin. D'où l'idée de créer ce France Service. Voilà, donc avec la ville, nous nous sommes entendus et nous avons créé le premier France Service en QPV de Saône-et-Loire et nous avons été labellisés lors du 1er juin dernier. Voilà. Étant régie de territoire également, c'est une porte d'entrée vers d'autres communes également qui nous envoient des personnes. Donc ça participe aussi bien à l'image de la régie, mais également à la mixité sociale, puisqu'aujourd'hui, on a des personnes qui viennent au sein du quartier, qui n'hésitent pas à faire 25-30 kilomètres pour qu'on puisse régler l'ensemble de leur vie administrative en un seul rendez-vous. Et aujourd'hui, on a accueilli notre 1000e usager depuis le début d'année, alors qu'on avait plutôt tablé sur 1000-1500 personnes sur une année. Donc, on va quasiment doubler nos objectifs par rapport à ce qui était prévu. Donc, sur une intercommunalité de quasiment 100 000 habitants, c'est important et c'est un service qui est vraiment utile aux gens. Ça veut dire, en deux mots, là, c'est ce que vous évoquiez, que finalement le quartier est devenu en quelque sorte un pôle de centralité parce que pour une fois, il concentre une offre de service. C'est ça. Et en plus, ce label France Service, il nous permet de candidater sur certaines choses. Et dernièrement, au Creusot, on a une difficulté médicale puisqu'il y a 4,57 médecins pour 10 000 habitants quand la moyenne nationale c'est 8. Et nous avons candidaté pour recevoir une borne de téléconsultation de médecine. Et sans ce label, ce n'était pas possible. Voilà, donc non seulement on est dans la mixité sociale, mais en plus, oui, comme vous le dites, on est à une sorte de centralité pour toutes ces formalités et autres services. Concrètement, Jean-Baptiste, elle fonctionne comment, cette maison comment ça se passe au jour le jour? Sur rendez-vous, les gens viennent, ils débarquent. Alors, sur rendez-vous ou sans rendez-vous? Avec des journées thématiques, où vous êtes ouvert tout le temps sur toutes les problématiques? On est ouvert 35 heures par semaine. Chaque agent est formé pour répondre à l'ensemble des services de la Maison France Service. Donc, il y a 9 partenaires nationaux, la CAF, la CPAM, Pôle emploi. Pour le numérique, on est plutôt avec la Poste. On a l'assurance retraite. Donc, nos agents, ils ont suivi une formation d'1 mois et demi avec un autre partenaire d'un autre réseau qui est spécialiste dans les Maisons France Service. Donc c'est le PIMS Bourgogne du Sud qui nous a aidé à former nos agents et voilà, chaque agent est capable de renseigner toutes les personnes sur l'ensemble des services France Service. Voilà, que ce soit sur rendez-vous ou sans rendez-vous. Et en plus, on a développé à côté de ça tout ce qui est accompagnement numérique en individuel ou en collectif avec notre bailleur social. Et ça, sans le France Service, on n'aurait pas pu l'ouvrir. Bon, donc ce que vous nous dites, c'est que le label France Service, c'est une belle opportunité pour vous. C'est ça. Peut-être que vous ferez école. En tout cas, j'imagine que vous êtes évidemment à disposition de tous vos camarades du réseau pour leur expliciter de manière plus précise le mécanisme et le dispositif par lequel vous êtes passé pour obtenir tout ça. Ils vous connaissent. Tout à fait. Merci Jean-Baptiste. Je vais maintenant donner la parole à Stéphane Coudray. Vous êtes le directeur de la régie de quartier d'Angoulême. Et vous avez développé un projet baptisé Consommer autrement autour du maraîchage bio avec une équipe de 16 salariés et une épicerie sociale. Et alors vous nous accueillez, je ne sais pas dans quel cadre là, on est où là ? Dans le jardin. Alors c'est pas tout à fait le maraîchage bio. On en fait depuis très longtemps. Le projet que je vais présenter, l'action que je vais présenter, c'est effectivement ce que vous disiez, consommer autrement. Consommer autrement, ça part d'une demande du conseil départemental
que la régie reprenne l'épicerie sociale et qu'on la reprenne en copilotage avec les 2 centres sociaux du quartier. Nous sommes sur un quartier QPV, Grande Garenne-Bassaux. Très mauvaise image sur Angoulême. Il y a toujours dans les villes un quartier comme ça qui a une image un peu dégradée depuis fort longtemps. Ici, c'est Grande Garenne-Bassaux, c'est le territoire sur lequel nous sommes implantés. Et donc, il y avait cette demande de reprise de l'épicerie sociale et d'y associer des jardins. Alors au début, on nous demandait des jardins partagés. On a dit avec les collègues des centres sociaux qu'il fallait du temps pour que les jardins soient partagés. Donc on allait d'abord faire des jardins solidaires. Et là, on s'est appuyé pour développer le jardin solidaire sur les compétences de nos maraîchers et de l'équipe en CDDI en parcours sur le maraîchage, qui là effectivement a 15 salariés, pour associer ce projet. On a démarré ça dans un contexte un peu particulier. Les demandes, les attentes étaient différentes entre le conseil départemental, la ville, l'agglo et l'ensemble des partenaires. Et donc, ce qui nous a semblé pertinent de faire dès le départ, c'est de mettre tout le monde autour de la table pour définir les objectifs, afin qu'on soit bien clair sur ce sur quoi ensuite on allait rendre compte et puis être évalué. Du coup, ça a généré... donc, un petit élément de contexte, on le reprend en début décembre 2019, en lien avec la Maya, donc Insertion Croix-Rouge, qui gérait l'épicerie jusqu'à présent. Et donc on est en autonomie à partir de janvier 2020. On commence à se roder fin février et mi-mars, il se passe un truc et il a fallu complètement changer les plans. Ceci dit, nous avons continué à travailler sur le projet et le projet, on arrive sur consommer autrement, c'est-à-dire un projet global de territoire qui associe les 2 centres sociaux. Entre-temps, la ville d'à côté, qui est juste en bas du quartier, la ville de Saint-Michel, s'associe et nous rejoint parce qu'ils ont une épicerie sociale et qu'ils voudraient aussi monter dans le bateau, autour du développement d'une épicerie mixte, donc épicerie solidaire, ouverte à tout public, pour gagner en termes de dignité sur l'aide alimentaire, et puis travailler aussi sur à la fois l'approvisionnement de l'épicerie, aller chercher des produits qui soient frais, qui soient bio, qui soient en circuit court et qui soient sans emballage. Et donc l'ensemble du projet part sur cette idée de... On veut à la fois poursuivre notre mission autour de l'aide alimentaire et en même temps développer des choses, des ateliers, des jardins qui permettent à tout le monde et à toutes les personnes qui viendront à l'épicerie de faire ces choix de consommation en toute conscience. On entend tout un tas de choses sur le caractère néfaste de l'alimentation quand elle est pesticidée et meilleure bio, mais aussi tout le reste en termes de consommation. Donc, le collectif a dit, c'est pas à nous de dire comment on doit consommer, mais par contre, on doit informer les clients, puisque du coup, ce sont des clients à l'épicerie, de ce qu'ils consomment, comment c'est mis en consommation, comment c'est mis en production, quels déchets ça génère et qu'est-ce qui se passe ensuite à la fois pour notre environnement et pour notre santé. Et donc c'est vraiment toute cette chaîne qui est travaillée à travers l'épicerie, donc qui est en plein développement. Elle a ouvert une fois une fois à la mixité, au sens ouverte à tout le monde, et elle ouvre à partir de demain tous les samedis et les mercredis soirs à monsieur et madame tout le monde, y compris les personnes qui sont bénéficiaires de l'aide alimentaire, que ce soit sur le quartier ou sur la ville d'à côté. Donc c'est vraiment un projet de territoire global. Et donc associé à ce projet Les Jardins Solidaires, c'est ce que vous voyez derrière moi, avec, si vous voyez quelques pierres, c'est une spirale à aromatique, puisque nous avons travaillé aussi avec un grand nombre d'associations partenaires. Actuellement, il y a à peu près toutes les associations du quartier ont participé à un moment donné ou à un autre au projet, sont mobilisées, et un grand nombre d'autres associations, la LPO, Charente Nature, etc.
Le jardin, qui est en plein quartier, alors on voit pas trop les immeubles derrière moi, mais je vous assure qu'ils existent un peu plus loin. On est quand même dans un QPV où le cadre, par endroit, est plutôt sympathique. On a eu la labellisation Refuge LPO, et notamment parce qu'on travaille l'ensemble. On a fait avec l'école d'art qui est à côté un hôtel à insectes, et puis cette fameuse spirale. Il y a 150 pieds de tomates l'été qui sont plantés. Là, ça y est, ils sont plantés. On attend qu'ils poussent et qu'ils produisent. On a remplacé les rondins qui encadraient et qui délimitaient la propriété du terrain par une haie, un atelier de plantation de haies d'osier tressées. Donc on a maintenant une haie vivace, dans cette logique de ramener de la biodiversité, ou au moins de la mettre en exergue et de la montrer, et que on puisse être comme ça sur un espace qui vit, qui est très occupé par les habitants du quartier. Cet été, on a démarré l'arrosage en 2020 du jardin, et très vite les enfants alentours sont venus nous aider à arroser le jardin et à s'arroser copieusement entre eux et nous arroser aussi. Donc ça a généré des moments comme ça assez sympathiques. Et aussi du temps de discussion où on visait effectivement ces temps-là pour expliquer aux habitants que c'était leurs espaces, qu'ils pouvaient s'en saisir, venir planter s'ils voulaient, venir récolter aussi. La question de la propriété sur le jardin solidaire, on nous avait dit mais vous allez avoir un tas de vols, il faut que vous traitiez cette question-là. On l'a traité simplement, on a enlevé la propriété, puisqu'on a dit on plante, et qui veut ramasse. Et donc en enlevant la propriété, on a enlevé les problèmes de vol. Et on voit que ça fonctionne, et que ça fonctionne vraiment très très bien l'été dernier. Assez vite, les enfants nous ont demandé à s'approprier l'espace, en nous disant nous on voudrait des arbres fruitiers, qu'à cela ne tienne. À l'automne, on a planté des fruitiers, donc maintenant il y a des pommiers, des cerisiers, etc., qui portent le nom des enfants ou des personnes qui les ont plantés. Voilà, que vous dire d'autre? Les dimensions sont très importantes, très diverses sur le projet. Je vous ai parlé d'ateliers, on fait les ateliers visent toujours à comprendre comment ce que l'on consomme, comment c'est produit, quels impacts. On a eu des ateliers avec les petits débrouillards, par exemple, qui sont venus expliquer comment était fait un détergent, comment fonctionne un détergent. Je vous ai parlé de l'épicerie, on fait des ateliers en lien avec ça, éventuellement avec des choses que l'on récolte dans le jardin ou un peu plus loin dans le quartier. Je ne vais pas me souvenir, mais si, ils ont fait du savon à partir de feuilles de lierre, les petits débrouillards. Et donc, ensuite, on va trouver dans l'épicerie les produits, alors pas les feuilles de lierre, mais les produits qui vont permettre de faire aussi soi-même ces différents produits d'entretien, de cosmétiques, etc. Donc, on a mis en place de très nombreux ateliers, très divers. Peut-être à noter deux choses. Un projet avec la crise du Covid, un sujet qui est apparu, c'est la précarité menstruelle, donc pour les femmes et pour les plus précaires. Il se trouve que à la régie, nous avons aussi un atelier de fabrication de produits textiles alternatifs aux jetables, dont des couches pour enfants, mais aussi les personnes en parcours, les jeunes femmes en parcours avaient développé toute une gamme de serviettes lavables. Et donc, dans l'épicerie, nous avons vendu cela avec un financement qui a permis de baisser les coûts et de les rendre accessibles à peu près tout le monde, pour résoudre aussi ces questions de précarité, mais de manière durable. Puisqu'une fois qu'on investit, après, on n'a plus besoin de réinvestir derrière. Peut-être, je ne sais pas peut-être pour conclure, dire aussi que très dernièrement, nous avons été sollicités. Alors, je pense que Tarek nous avait un petit peu balancé sur cette affaire, mais nous avons été contactés par l'AGLO dans le cadre des études prospectives de la NCT, si je ne me trompe pas, pour qu'ils viennent voir ici et qu'on fasse une étude prospective ici pour voir comment on développe une alimentation durable.
et comment on travaille cette question-là d'accès à une alimentation durable en plein QPV. Donc il y a 3 autres territoires en France, dont Aix-Marseille. Je ne vais pas me souvenir des autres, mais voilà, on est assez content de cette inclusion et de cette étude, parce que nous, ça va nous permettre de prendre un peu de hauteur, faire un pas de côté et de se regarder pédaler. Vraisemblablement qu'on met en place tout un tas de choses intéressantes, mais encore faut-il qu'on ait ce regard-là pour voir et pour essaimer, puisque derrière le projet Consommer autrement, il y a cette autre idée, c'est qu'on construise quelque chose qui soit transposable ailleurs. Stéphane, juste les 3 autres projets, c'est Marseille, Pleine Commune et La Réunion. Voilà. Une petite question qui a été posée de manière anonyme, donc je peux pas l'attribuer, qui voudrait savoir quelle est la superficie de votre jardin. J'en profite avant que vous répondiez pour vous rappeler que vous pouvez poser des questions, qu'elles apparaissent devant nous. Et à ce sujet, les amis de Grande-Synthe ont posé une question que je ne comprends pas bien par rapport au dispositif quartier d'été. Donc, s'ils pouvaient la reformuler, que je puisse m'en emparer le cas échéant. Pas de Grande-Synthe. De Sainte, pardon, de Sainte, dans le sud-ouest. Excusez-moi. Donc, la superficie, pour savoir si on va beaucoup courir à la prochaine bataille d'eau. Non, la superficie n'est pas très, très importante pour l'instant. On a 500 mètres carrés de jardin à peu près. Hein. Mais on peut l'étendre et on commence à avoir des demandes des quartiers voisins pour voir si on peut pas mettre cela en place. J'ai oublié de parler d'un tas de choses. Hein. On a mis en place un compostage collectif autour. Donc du coup, ce projet, il y a les 500 mètres carrés là, donc qui sont c'est pas énorme, mais vraiment qui tendent à s'étendre justement. On parle aussi du fleurissement en pied d'immeuble. À partir de cette expérience-là, les bailleurs sont venus vers nous en disant mais à partir de ça, on pourrait sûrement travailler ensemble là-dessus. Donc pour l'instant, c'est petit, mais je pense que ça peut s'étendre. Pas plus ici, il n'est pas question de faire une culture intensive à cet endroit, mais on pourra avoir comme ça plusieurs îlots de jardin à terme. Merci Stéphane. Je vais maintenant donner la parole à Olivier Cagnac, qui est le directeur de la régie de territoire de Villeneuve-sur-Lot. Et à esprit de suite, vous parliez à la seconde d'un projet de compostage. Et justement, à la régie de territoire de Villeneuve-sur-Lot, Olivier va nous parler d'un projet de compostage électromécanique. Là, pareil, avec 1 tonne de biodéchets, produit 400 kg de compost pour leur futur jardin partagé. Donc, ils ont fait les choses dans l'autre sens, eux. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, juste si on en est là aujourd'hui, je remercie le CNLRQ, Tarek, Julien, plus de tous les autres, puisque si on en est là aussi aujourd'hui, c'est grâce à leur travail en 2018 et nous aider à passer certains caps. Oui, le compostage électromécanique, ça vient tout d'abord d'une envie de la collectivité du Grand Villeneuvois de nous donner des activités en lien avec le développement durable et surtout les nouvelles réglementations qui mettent fin à l'enfouissement et la réduction de 50% de déchets à l'enfouissement. Donc on est attaqué en 2019 avec 2 écoles. Voilà, ça part le directeur des services techniques qui nous dit aujourd'hui on souhaiterait que vous collectiez les biodéchets, je te mets un camion à disposition, est-ce que tu peux collecter? Voilà, donc on a fait 3-4 mois comme ça avec 2 écoles et puis on passe très vite à 8 écoles de septembre à décembre 2019 qui se transforment en marché d'insertion de 5 ans. Et aujourd'hui, on collecte un fast-food, 14 écoles, une banque alimentaire. On collectait, traitait 25 tonnes l'an dernier de biodéchets. Et puis viennent se rajouter à ça, puisqu'on est quand même une régie labellisée dans ce sens, la distribution pour les administrés du territoire de 60 points d'apport volontaires sur toute l'agglomération du Grand Villeneuvois pour les administrés de points d'apport volontaires à biodéchets. Donc, ils seront mis en place sur les prochaines années, qui permettront de mettre aussi de la sensibilisation auprès de ces personnes-là. On a, pour cette année en tout cas, on collectera 40 tonnes
et traiteront 40 tonnes de biodéchets. Et grâce à France Relance, va arriver, j'espère, au mois d'août, en tout cas, c'est la mission que j'ai donnée à Upcycle, notre prochain composteur, où on aura une capacité de collecter et traiter 160 tonnes de biodéchets sur l'ensemble du territoire, qui va nous permettre la création d'un jardin solidaire, qui va nous permettre aussi de continuer d'apporter un modèle économique différent sur le territoire, en mettant en place aussi peut-être une ligne d'ensachage, et qui va permettre de à la fois asseoir le modèle économique, mais pouvoir partir aussi sur des ateliers de sensibilisation auprès des citoyens du territoire. Aujourd'hui, ce compostage, on a créé du coup une dizaine d'emplois de salariés en parcours d'insertion, l'embauche d'un encadrant technique, l'embauche aussi de chargés d'insertion professionnelle supplémentaires. Donc, on a pu comme ça, grâce aux déchets en tout cas, ou à une matière première, créer un environnement propice à l'emploi sur un territoire dont le Villeneuvois aujourd'hui touché par du chômage quand même en forte hausse. Donc on répond à la fois à un besoin territorial dans ce sens-là. Le fast-food, je ne vais pas noter l'enseigne, mais voilà, ils ne sont pas philanthropiques. En tout cas, c'était aussi pour permettre de répondre à un besoin territorial, et ça nous permet aussi comme ça de pouvoir répondre aux enjeux de demain d'emploi durable et de rentrer via les entreprises, par ce marché-là, la connaissance déjà de la régie, mais aussi de ce public qui peut être en très grande précarité, et changer le regard du territoire vers ces personnes, souvent où on peut détourner le regard, où on dit qu'on fait beaucoup trop peu pour eux. En tout cas, voilà, ça donne une autre valorisation au travail qu'on réalise aujourd'hui. Vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, c'est 1 tonne de biodéchets effectivement collectés, traités par semaine. Donc, ça fait 400 kilos de compost. Très facile à utiliser. La mise en œuvre, la mise en service est vraiment très facilitante, en tout cas par l'outil semi-industriel que l'on a acquis. Vous m'entendez, Olivier ? Oui. Est-ce que vous avez en amont orchestré, je ne sais pas, un peu de formation auprès des habitants pour le tri, pour le bac avant la collecte, ou est-ce que tout ça y allait de soi ? Alors, en fait, on a repris une opération qui était menée déjà par une association sur le territoire, mais qui ne souhaitait pas asseoir un modèle économique. Donc, on est parti à travailler avec les habitants qui avaient travaillé à cette expérimentation-là. Donc, on est parti septembre 2019 avec 17 familles. Aujourd'hui, on en a 50. Et c'est le bouche à oreille, en fait, qui a travaillé plus que la communication. On va rentrer dans une seconde phase maintenant, où effectivement, on mettra en place de la communication et de la sensibilisation en vue déjà du jardin solidaire, mais aussi pour pouvoir avoir le plus de personnes possible. L'intérêt de cet outil-là aussi par rapport au compostage de proximité, c'est qu'on peut tout y mettre. Que ce soit du carnet, du non-carnet, des coquilles d'huîtres, de moules ou de crevettes. En tout cas, tous les produits passent effectivement dans le composteur. Super, merci beaucoup Olivier. Je vais continuer ce tour de table parce qu'il y a aussi un tour d'horloge qui avance avec Marie Poder, qui est la responsable de la conciergerie machinerie de la régie de quartier de Grenoble. Vous allez nous présenter ce projet qui est très riche avec un tiers-lieu, etc. Je vous laisse le temps de présenter ce dispositif. Marie, c'est à vous. Merci beaucoup. Du coup, moi, je vais vous présenter le projet de la machinerie qui, en fait, à la base, est un peu le fruit de très longues périodes de réflexion et de recueil de besoins des habitants sur le quartier de la Villeneuve et du village olympique au sud de Grenoble, qui était en intervention de notre régie. En gros, les premières réflexions, elles datent à peu près de 2016-2017. Et en fait, c'est parti d'un besoin de mise en lien avec des artisans pour avoir accès à des services de proximité qui étaient peu ou mal couverts sur le quartier. Et puis, du coup, au fur et à mesure des partenariats, des nouvelles demandes de besoins,
On a un petit peu étoffé ce projet, donc c'est devenu un lieu avec plusieurs activités. Et donc finalement, chemin faisant, on s'est rendu compte qu'on était en train de créer un tiers-lieu. Du coup, un tiers-lieu, c'est un peu un espace intermédiaire entre chez soi et un milieu professionnel où du coup on va pouvoir venir se rencontrer. C'est un lieu convivial où on va aussi apprendre des choses, découvrir de nouvelles activités. C'est assez riche. Du coup, donc je vois qu'il y a l'équipe en plus, voilà, enfin, pas tout à fait au complet, mais voilà. Et du coup, donc dans notre tiers-lieu, on a plusieurs activités. On a une petite ressourcerie donc, qui était déjà en place au sein de la régie depuis 2012, mais qui a permis voilà, d'avoir une nouvelle envergure de boutique puisqu'on a doublé de surface de vente et puis qui est dans un espace aussi beaucoup plus qualitatif. On a du coup toujours le même principe, hein, on récupère des dons et puis on le vend à petit prix, sachant qu'on a des prix du coup de base et puis de soutien pour les gens qui ont envie voilà, de donner un petit peu plus pour soutenir le projet de la régie. On a également du coup un café associatif qu'on va ouvrir le 30 juin. Voilà, réglementation sanitaire oblige. Et donc voilà, l'idée au-delà d'avoir un café avec un espace sympa pour accueillir les habitants et puis les acteurs du quartier, c'est de pouvoir aussi organiser des événements, des rencontres avec les habitants, avoir aussi un lieu pour les habitants pour monter eux-mêmes leurs projets pour le quartier. Et puis au-delà de ça, on a des cours de cuisine autour de l'alimentation saine, sachant que on gère aussi des jardins. Du coup, on a voilà, pas mal de partenariats autour de cette thématique. Et puis, on est aussi sur des créneaux de création de produits faits maison, donc, autour du zéro déchet, donc tout ce qui est produits d'entretien, cosmétiques, etc. Voilà, donc c'est un espace qui pourra servir à tout ça. Et puis après, l'idée, c'est qu'on puisse aussi faire évoluer les activités en fonction des besoins qui seront recensés, voilà, et puis des envies des habitants. S'ils ont envie aussi, eux, de proposer des ateliers ou des activités, ils sont libres de le faire. Voilà, on a également du coup un espace atelier qui est un peu hybride. En fait, on y fait beaucoup de choses dans cet espace. C'est d'abord un espace numérique. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on puisse proposer des cours collectifs sur des compétences de base aux habitants. Et puis, alors, pas que du quartier, hein, c'est un rayonnement métropolitain sur le bassin grenoblois. En fait, dans ce cadre-là, on a été labellisé Fabrique numérique de territoire. Parce que du coup, en fait, on a tout un consortium d'acteurs et l'enjeu pour nous, c'est au sein de ce lieu de pouvoir expérimenter l'évolution du parcours usager en faisant intervenir dans le même lieu différentes structures de médiation numérique qui ont des compétences complémentaires. Et donc, voilà, expérimenter sur 2-3 ans la plus-value d'avoir un lieu voilà, qui puisse concentrer à la fois l'orientation des publics et puis la formation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à partir, pleinement à partir de septembre, parce qu'on va bientôt recruter 2 médiateurs numériques et puis on a pas mal de projets avec des partenaires voilà, qui sont en cours de finalisation et qu'on pourra déployer à partir de septembre. Dans cet espace atelier, on a également du coup tout un espace en fait bricolage, réparation, donc avec des outils mis à disposition. On a également des machines à commande numérique. Donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est des Fab Labs en fait, donc des fabriques laboratoires. Donc ça permet en fait d'avoir au-delà des outils classiques pour bricoler, des machines à commande numérique type imprimante 3D. Type découpeuse vinyle, découpeuse graveuse laser. Et du coup, on a tout un pôle aussi textile avec une brodeuse numérique et puis des machines à coudre, une presse à chaud, etc. Voilà, et donc du coup, en fait, avec ces machines, l'idée, c'est aussi de pouvoir sensibiliser à la fois au bricolage, mais aussi au numérique, parce que une partie nécessite du coup de concevoir des dessins sur des logiciels en 2 dimensions ou en 3 dimensions, donc ça permet aussi d'avoir une autre porte d'entrée sur les compétences numériques, mais du coup, en faisant, en s'amusant et en ayant aussi un objectif de création derrière, et pas juste de la formation pure sur gérer un logiciel, etc., qui peut être un peu plus rébarbatif pour certains publics. Donc voilà, l'idée en tout cas de ce lieu, c'est vraiment de sensibiliser au fait qu'on est en capacité de faire beaucoup de choses soi-même et du coup de relocaliser les choses en utilisant
des objets issus du réemploi en étant en lien avec la déchetterie qui est juste en face du lieu, notre service encombrant déchets. Et donc voilà, de pouvoir créer le maximum de choses à partir de produits locaux et de remettre des déchets dans le circuit plutôt ressources. Voilà, donc travailler sur cet écosystème-là et puis en fait de rendre tout ça assez ludique et en fait de travailler sur des compétences et des talents un petit peu cachés aujourd'hui pour voilà, faire des projets sympas, soit pour les personnes en individuel, soit au niveau du quartier en collectif. Voilà, et du coup, on propose soit des initiations, des ateliers collectifs, soit du coup un abonnement à l'espace où les gens peuvent venir en autonomie, se servir des outils dont ils ont besoin. Voilà, et dernière petite activité, c'est la conciergerie de quartier, donc à destination des entreprises et des habitants du territoire. En fait, là, l'idée, c'était du coup de pouvoir avoir un bouquet de services de proximité voilà, pour les acteurs locaux et puis les habitants, donc à la fois sur des services intermédiaires où en fait certaines entreprises ne vont pas se déplacer parce que c'est des trop petites prestations. Un exemple, un plombier il va venir pour voilà, un dégât des eaux, il ne va pas venir pour refaire un joint. Donc voilà, l'idée de la régie, c'était vraiment de venir sur ces services complémentaires où si on n'a pas de famille ou d'amis pour nous dépanner, on est un petit peu démunis si on ne sait pas faire. Voilà, du coup avec des tarifs aussi solidaires. Et du coup, pour assurer aussi un équilibre voilà, des charges, on a aussi du coup en complémentarité des services pour les entreprises. Voilà, où on propose différentes prestations. Donc, on se repose beaucoup actuellement sur l'ensemble en fait de la palette de compétences qu'on a au sein de la régie de quartier de Grenoble. Mais l'idée aussi, c'est qu'on puisse en fait créer un réseau de compétences et d'entreprises au sein de la conciergerie pour pouvoir proposer un panel de services le plus large possible. Sachant qu'on a aussi un projet d'accompagnement d'habitants en fait, qui veulent se monter en structure ou en auto-entrepreneur pour justement valoriser des savoir-faire dont ils disposent et dont ils aimeraient vivre. Voilà, donc ça, on a commencé ça il y a quelques mois maintenant. On accompagne une douzaine de personnes. Donc c'est accompagnement à long terme, mais l'idée aussi, c'est de pouvoir leur proposer la conciergerie pour lancer leur activité aussi et pas forcément être seul et pouvoir mutualiser des outils type les plateformes de e-commerce, etc. Voilà, avec un accompagnement aussi individualisé. Je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Et dernière petite chose quand même sur le tiers-lieu, c'est que l'idée, c'est qu'on travaille à la mise en place en fait, d'une gouvernance un peu partagée avec les usagers. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on puisse mettre en place un collectif d'usagers qui puisse voilà, être vraiment partie prenante de la programmation, des projets qu'on va y développer. Et donc, du coup, là, c'est pareil, on a rencontré les premiers habitants qui sont partants pour s'impliquer dans cette belle aventure qui est la machinerie. Et donc, voilà, on a déjà des propositions d'ateliers, des portages de projets, etc. Un Hyper Café qui est en cours de montage. Donc, voilà, ça fourmille pas mal. Et du coup, comme on a ouvert là début juin, on va voir comment ça se passe sur l'année 2021 et comment on peut créer encore plus de projets et plus de vie et de rencontres dans ce lieu. Merci Marie. Une demande. Alors, elle est un peu mystérieuse à mes yeux, mais Nevers demande le plan de la moulinette. Peut-être vous comprendrez. Et puis, une question plus sérieuse avant qu'on fasse une grande traversée pour aller vers Lille. Qui fréquente le lieu? Combien de salariés bénévoles sont impliqués? En 2 mots, pour qu'on ait le temps d'écouter vos camarades de Lille. Qui fréquente le lieu, c'est soit des habitants du quartier, mais ça peut être aussi sur Grenoble ou toute la métropole. Ça peut être aussi des partenaires associatifs, des entreprises. Enfin, c'est très ouvert. Salariés sur le service de la machinerie, pour l'instant, on est 4 personnes, sachant qu'on va avoir un ETP&I en plus avec les médiateurs numériques. Plus quelques salariés de la régie dans d'autres services qui sont impliqués aussi dans le lieu, notamment sur la médiation associative et citoyenne. Et dans les bénévoles impliqués, pour l'instant, il y en a une quinzaine, mais ce qui est déjà pas mal pour une ouverture qui date de 15 jours. Donc voilà, si on continue à ce rythme-là, j'espère qu'on aura beaucoup plus de bénévoles. Merci beaucoup Marie.
On va maintenant finir ce tour de table avec Bernard Moreau et Christine Radisson qui sont à la régie de quartier de Lille et qui vont nous parler du projet de ferme urbaine. C'est à vous. Oui, bonjour. Bonjour à tous. On va vous parler du projet qui ne verra sa concrétisation qu'en 2022. Alors, Lille Sud Insertion, on est labellisé sur les quartiers sud de la ville de Lille et on a en gestion des jardins partagés. Et sur l'un des quartiers, le quartier a été retenu dans le cadre de l'ANRU. Et la ville de Lille, dans ce cadre-là, a mis en place un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, avec comme projet la mise en place d'une ferme urbaine avec un ancrage fort pour que ce soit la population locale qui puisse en bénéficier à tous les niveaux, au niveau des retombées à la fois sociales, développement durable, alimentaire. Et donc, on s'est intéressé au sujet. On avait une expertise en jardin partagé. L'agriculture urbaine, c'est quelque chose qu'on connaissait peu. Et on a regardé le projet et on a fait une proposition dans un cadre d'une activité avec un support d'insertion. La création de la ferme urbaine permettant, ayant la possibilité de créer 8 emplois en CDDI. Donc on s'est rapproché parce qu'on avait peu d'expertise dans ce domaine-là, d'une entreprise qui est bien connue, qui a une expertise dans le domaine, qui est l'entreprise Veolia, qui a bien voulu nous accompagner dans la conceptualisation du projet. On a donc présenté ce projet à la ville de Lille, qui l'a retenu. Aujourd'hui, on est en phase de concrétisation. Je vais laisser la parole à Christine, qui a la responsabilité de sa mise en œuvre. Avant, je voulais préciser que sur le montage du projet, donc on est sur un plan d'investissement de 280 000 euros, où on sollicite 50% le PIA, le plan d'investissement à venir, qui est mobilisé dans le cadre de l'ANRU. Et les autres financements mobilisés sont à la fois les fondations, sont le fonds départemental d'insertion, parce que le projet est un support d'insertion. Et on voulait remercier aussi donc, le labo des régies qui participe à hauteur de à peu près de 10% à la concrétisation du projet. Avec également un investissement sur nos fonds propres en tant que régie de quartier. Donc le projet est en bonne voie, avec une exécution normalement début 2022. Christine va présenter maintenant l'approche beaucoup plus concrète au niveau du projet d'un point de vue partenarial et développement durable. Alors effectivement, la ferme La Concorde est en QPV et donc c'est une expérimentation qui a une durée qui est de 3 ans, en fait, pour construire le modèle économique du projet, et qui a vraiment deux cordes à son arc. C'est à la fois la production, une vocation productive et une vocation participative. Le côté productif, en fait, c'est vraiment de la production dans maraîchage bio intensif, en fait. Et c'est vraiment cette nécessité du projet, c'est de construire le projet en tenant compte vraiment des habitants du quartier. Et à la fois, le côté productif nous permettra de développer les parcours pédagogiques, le parcours et l'emploi. Et le côté participatif, développer le vivre ensemble, le parcours à santé positive que la ville de Lille a souhaité insuffler sur le quartier, et comment aussi cette ferme urbaine permettra d'apporter de la biodiversité dans ce quartier-là, où actuellement il y a une grande pelouse, mais ça s'arrête là. L'important, c'est d'avoir aussi que l'alimentation est un prétexte, en fait, pour créer ce lien avec les habitants et aussi avec les associations partenaires. Nous sommes effectivement, comme disait Bernard, déjà en fait
acteur sur l'animation d'un jardin qu'on appelle un jardin d'objets. Vous avez vu la photo défiler. Notamment en partenariat avec Itinéraire, c'est une association de prévention des jeunes en décrochage scolaire. C'est vraiment un jardin qui est au pied des tours et la ferme urbaine sera vraiment au pied des tours aussi. On sera à la fois responsable de la ferme et responsable de jardins collectifs qui vont se créer. Là, c'est vraiment tisser aussi un lien entre les habitants actuels du quartier, mais aussi les futurs résidents qui arrivent petit à petit, enfin, qui vont arriver petit à petit au fil des mois, et créer aussi un pont entre à la fois cette agriculture non professionnelle comme ce qu'on savait faire, enfin ce qu'on sait faire maintenant, mais aussi l'agriculture professionnelle, ce vers quoi on tend avec le soutien de Veolia. Actuellement, nous avons nous avons un projet de plusieurs supports de participation, à la fois des chantiers collectifs, à la fois des visites organisées, des récoltes festives sur le lieu, sur tout tout l'espace de biodiversité, et aussi cette envie d'apporter l'alimentation, en tout cas les légumes, au pied des tours, avec un triporteur, que ce soit un triporteur papotage pour à la fois vendre les légumes, mais aussi tisser du lien entre les gens. Au niveau de la construction du projet, c'est un projet innovant d'une part parce que c'est de la production maraîchère bio-intensive. Alors c'est un petit peu antinomique comme mot qui s'inspire beaucoup de la permaculture. Ce partenariat avec Veolia pour nous est important. Veolia, on a la chance d'avoir, ils ont créé une ferme expérimentale à quelques kilomètres de là. Aussi de 4500 mètres carrés, ça sera exactement la même surface que nous on aura sur le quartier en QPV, et Veolia souhaite en fait développer un logiciel pour optimiser la production en permaculture. Ils souhaitent aussi en fait s'appuyer, ils nous forment aussi, ils ont souhaité nous former sur tout ce qui est l'accompagnement, l'expertise technique. Et on a une encadrante technique maraîchère qui est en train de se former là une fois par semaine sur le site. Donc c'est vrai que ce partenariat, et puis sans attente de retour de la part de Veolia, et ça c'est pas rien. Donc c'est vraiment une chouette complémentarité qu'il y a sur ce volet production. Et l'autre côté innovant du projet, c'est comment on met de la production vraiment au pied des quartiers. C'est un quartier vraiment où il y a vraiment de la grande difficulté, beaucoup de trafic. C'est comment on met à disposition un lieu productif de 4500 mètres carrés avec une serre qui fait 860 mètres carrés, avec des ouvrants motorisés. Comment est-ce qu'on ose mettre ce type d'outils techniques à la pointe au pied des tours, et comment on permet aux habitants de s'approprier ce projet-là. Donc ce projet est de 4500 mètres carrés avec un objectif au bout des 3 ans de passer à 1 hectare. Donc là vous avez les plans, donc c'est à la fois des lieux de production en serre et à la fois des lieux au niveau, en pleine terre, c'est la production en pleine terre. La terre étant polluée, elle va être mise avec de la terre végétale non polluée, avec un projet de conversion bio, mais au bout des 3 ans. Ce site est vraiment dédié à l'insertion et la formation. L'insertion, comme disait Bernard, de CDDI, mais aussi tout ce qui est formation. Pour nous, c'est super important pour aussi asseoir le modèle économique. C'est comment s'associer avec la maison de l'emploi de Lille pour arriver à créer de la préqualification pour monter en compétence des personnes et donner goût à ce nouveau métier. Sachant que ce métier, il y a du potentiel autour de Lille, même si ce n'est pas forcément la réputation lilloise, mais il y a beaucoup de maraîchage en proximité, en périurbain. Et donc, il y a effectivement des possibilités de tremplin vers la professionnalisation des personnes qui pourraient
être amenés à ensuite travailler chez des maraîchers en banlieue. Donc le modèle économique est vraiment, donc on a ces 3 ans d'expérimentation pour asseoir un modèle économique viable qui va s'appuyer sur trois volets, à la fois le côté production, comment en fait les productions qu'on va produire sur la ferme pourront d'une part avoir des ventes, à la fois des ventes solidaires sur le quartier, mais aussi des ventes à juste prix auprès des quartiers un peu plus bobos, mais aussi comment trouver des débouchés à la fois vers les restaurateurs, sur des niches notamment, sur tout ce qui est fleurs comestibles pour les restaurateurs un petit peu haut de gamme, mais aussi peut-être avec, malheureusement, ça sera la dernière solution, mais avec des grossistes, avec des prix un peu plus tirés. Donc ça, c'est tout le volet production. L'autre volet en fait du modèle économique sera le volet service. En fait, quel service on peut apporter. Alors le lien avec la MDE, c'est le fait qu'on est aussi organisme de formation, c'est un atout pour nous pour se lancer là-dedans. Et comment faire des formations qui permettent d'alimenter, de permettre ce modèle économique. Mais bien sûr, ce modèle économique sera viable que si on assoit sur toute la partie subvention dont Bernard vous a parlé tout à l'heure. Il est important en fait que cette expérience-là soit vraiment capitalisée avec les associations du quartier. Les partenariats sont très importants. C'est vrai que c'est nous qui portons le projet, mais il est important d'écouter et d'être en lien, d'une part, pour travailler sur l'offre d'insertion et la formation, pour savoir exactement quels sont les besoins qui pourrait y avoir sur le territoire, mais aussi pour développer tout ce qui est l'optimisation du modèle économique. Donc, on travaille aussi sur ce travail de capitalisation. Et je crois que c'est vraiment pour nous, sur l'inspiration possible vers d'autres régies, c'est vraiment quelque chose de tout à fait envisageable. Parce que, d'une part, parce que c'est ce côté partenariat avec Veolia et ce côté de production intensive, est-ce que c'est quelque chose qui peut se dupliquer dans d'autres villes de France? Parce que c'est vraiment un essai, un challenge. Il y a le challenge aussi du modèle économique, et ça, on sera vraiment heureux d'en faire part aux autres régies qui le souhaitent. Et il y a aussi toute la construction avec la valeur humaine et tout le lien avec le quartier, tout avec les difficultés que vous pouvez imaginer sur le quartier, les risques de dégradation, comment transmettre, en fait, faire intégrer ce projet-là auprès des habitants. Et vraiment, c'est aussi très important pour nous de remercier en fait tout le soutien qu'il peut y avoir avec le CNRQ et puis avec Cité Jardin. Les expérimentations des uns et des autres sont vraiment toujours force pour arriver à co-construire ce projet-là et à ressourcer en fait et trouver de l'inspiration avec les autres projets qui existent. Merci Christine. D'ailleurs, à ce sujet-là, je le rappelle, et puis vous avez peut-être vu passer le message de Jean-François Gonnet, le délégué régional Rhône-Alpes, qui dit « Chacun de ces projets mérite un Tour de France ». Et vous connaissez le dispositif CNLRQ qui fait qu'on va visiter les expériences des uns et des autres quand elles commencent à se pérenniser pour justement s'en inspirer. Donc effectivement, à titre personnel, je veux bien aller à Angoulême. Je suis curieux d'aller visiter ce magnifique lieu de Grenoble et je viendrai avec plaisir cueillir des fruits et des légumes chez vous à Lille. On a un peu épuisé notre temps. On avait prévu plus d'échanges, mais on a essayé de prendre les questions au fur et à mesure pour que ce soit plus dynamique. On ne va pas éterniser cet après-midi. Ça fait un petit moment qu'on est ensemble, depuis 10h ce matin. Pour les plus courageux, 4h en Martinique. On ne le rappellera jamais assez. Avant de fermer cette journée, je vais laisser Nicole vous... Voilà, enfin oui, pardon. Je remercie évidemment Pierre Gasté, Vincent Hénard, Jean-Baptiste Moreau, Stéphane Coudray, Olivier Cagnac, Marie Poder, Bernard Moreau, Christine Radisson, qui nous ont parlé avec beaucoup
d'enthousiasme de leurs projets respectifs, tellement bien que finalement on n'a pas eu à leur poser de questions complémentaires. Je vais donc maintenant donner la parole à Nicole pour qu'elle annonce le résultat des élections. Et puis ensuite, on se dira au revoir gentiment. Nicole. Oui, alors le résultat des élections que vous attendiez tous avec impatience. Alors, sur 145 votants, nous avons en premier, dans les régies titulaires, Lunel, avec 112 voix. Oh, la campagne le fan club de Frédéric a encore fonctionné à fond. Ensuite, nous avons Arles, 99 voix. Troyes, 91 voix. Billon, 89 voix. Et Paris-Centre, 85 voix. Pour les régies suppléantes, nous avons Angoulême avec 73 voix, Cayenne, 58 voix et Mulhouse, 55 voix. En ce qui concerne le vote pour les membres associés, nous avons Clotilde Bréau qui a eu 126 voix, Jean-François Gonnet, 124 voix et Mohamed Roulam, 120 voix. Voilà pour les élections. Sinon, toutes les motions ont été adoptées. Voilà. Merci Nicole. Avant de refermer, Tarek, un mot ? Pour vous remercier pour votre patience, pour vous remercier toutes et tous qui avez travaillé sur ce, je sais plus où je dois regarder, sur ce projet et pour nous féliciter collectivement d'avoir tenu l'heure puisqu'il est 17h29 et 58 secondes. Édouard, voilà. Je te laisse conclure. Merci à vous tous de votre participation. Merci à Youbi Live et particulièrement à Sarah qui était derrière les manettes. Ça se voyait pas, mais c'est une assez grosse machinerie qui a envahi les couloirs du CNLRQ à Paris. Vous verrez probablement des photos. Merci évidemment à toutes les régies. Merci à l'équipe du CNLRQ et plus particulièrement en ce qui me concerne à Tarek et à Émilie avec qui j'ai préparé cette journée. Voilà. Et puis merci aussi à un certain nombre de partenaires qui ont fait l'amitié au CNLRQ de participer à cette journée, notamment la NCT et Uniformation, qui se sont joints à nous de manière virtuelle pendant l'après-midi. Et puis, à titre personnel aussi, j'embrasse les régies de Billon, de Laxou, de Saintes, de Grande-Sainte, de Troyes, de Nantes, de Marseille, de Toulouse, de Mont-Saint-Martin, de Mulhouse, de Lunel, de Caen, de Vierzon et de Jouer-les-Tours. Ils sauront pourquoi, ils se reconnaîtront. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.